Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce spécial Dimanche en politique. Le blues des maires, c'est le thème d'aujourd'hui. Ils sont les élus préférés des Français, mais leur code d'amour dégringole de scrutin en scrutin. La France des campagnes est-elle au bord de la crise de nerfs? Démissions en cascade, plus d'1 millier depuis 2014, c'est plus du double que lors de la précédente mandature. Que se passe-t-il au pays de Marianne? La République est-elle en train de décourager ses serviteurs les plus fidèles? Nous en parlons ici même sur le plateau de France 3 Poitou-Charentes. Voici donc mes invités. Bernard Charbonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Hiver-Gauche de Ruffec. C'est votre 5e mandat. Voilà, peut-être 5e. Le dernier, vous nous le direz d'ailleurs. Je peux certifier en tant que maire, ça sera le dernier. Alors, vous l'aviez d'ailleurs annoncé officiellement en 2014. Voilà. L'autre côté du plateau, Éric Viau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire, je dirais, d'Hiver-Droite, de la Bussière. Si vous voulez, mais je ne me classe pas. Alors, la Bussière, c'est moins de 400 habitants, mais c'est aussi une commune qui a abrité un monument de la chanson française, c'est Gilbert Bécaud. Oui, avec la mort de Charles Aznavour, on peut en plus en parler. C'est un monument de la chanson française. Nous sommes heureux d'avoir encore sa famille, sa femme et ses enfants qui sont encore chez nous. Vous êtes aussi un maire de conviction. Si je ne m'abuse, dans votre bureau, on peut trouver à la fois un numéro de Charlie Hebdo, on peut trouver un crucifix de Sainte Bernadette. Un crucifix, il y a un crucifix, On bien peut sûr, trouver celui de aussi mon une grand-père. photo du général de Gaulle. Plusieurs. Donc ça veut dire quoi? Maire iconoclaste? Oui, si vous voulez. Je ne me mets pas dans des cases. Vous nous direz justement comment vous définissez. Gérard Ipoulet, vous êtes, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire communiste, un des rares communistes maires en Poitou-Charentes, maire de Germont-Rouvre dans les Deux-Sèvres, un peu plus de 1200 habitants. Ouais. Vous nous direz comment Germont-Rouvre vit au sein de l'agglo du Niortais aujourd'hui, puisque vous avez intégré l'agglo du Niortais qui aujourd'hui rassemble 42 communes. D'accord? Jean-Paul Gay, bonjour. Bonjour. Alors je vous ai fait venir de Montil, Oui. Montil en Charente-Maritime, c'est le sud, entre Saintes et Pont. Voilà, et Pont et Cognac. Tout à fait. Alors, vous, particularité, Monty, c'est 850 habitants. c'est ça. Mais vous, pourquoi je vous ai fait venir? Parce que vous avez démissionné il n'y a pas très longtemps. Vous avez rendu votre écharpe de maire, même si officiellement, le Officiellement, sous-préfet non, ne l'a puisque- pas officialisé, vous n'a pas mis le petit tampon qui va bien. Mais quand même, vous avez poussé un coup de gueule en dit c'est bon, ras-le-bol, je démissionne. Et vous nous direz pourquoi. Absolument. OK. Et vous étiez maire d'ailleurs, vous étiez maire depuis 1995, 23 ans de mandat. Merci à tous les quatre d'être présents sur le plateau de Dimanche en politique. Avant de commencer ce débat, je vous propose de vous mettre dans le bain et de vous montrer ce reportage qui illustre parfaitement le thème de notre émission. Il s'agit d'un coup de gueule, coup de colère du maire de Talmont-sur-Gironde, Stéphane Lotte. Il est vent debout contre l'État qui lui demande d'entretenir son parking et surtout de payer la TVA, 32 000 € aux impôts. Reportage de Pascal Foucault et Laurence Couvrant. Je vais coller l'autocollant « Ma commune est utile ». Il faut absolument que les citoyens, les administrés et notamment en fait, les touristes qui viennent nous visiter se rendent compte que la commune rurale est indispensable à notre République. Un autocollant pour marquer le coup. Le maire de Talmont-sur-Gironde est excédé. Il a le sentiment que l'État veut voir disparaître les petites communes. La sienne compte 97 habitants et elle va devoir passer à la caisse pour ce parking. Une aire de stationnement de 1000 places dont les recettes offraient jusqu'ici un appoint substantiel dans le budget de la commune. Mais ça, c'était avant. Inacceptable. Aujourd'hui, on me rend assujetti à la TVA, notamment mon parking. 20% de TVA sur mon parking, c'est quasiment la totalité des bénéfices qu'on engendre sur ce parking. Ces bénéfices représentent entre 40 000 et 50 000 € par an. La somme permet donc de boucler les 385 000 € de budget de Talmont-sur-Gironde. Mais désormais, l'équation vire au casse-tête. Non seulement le maire est dans l'obligation de proposer et d'entretenir ces places de stationnement, mais aussi de payer pour elles. C'est la double peine, sachant qu'aujourd'hui nous sommes un des fleurons du département, 3e site le plus visité de Charente-Maritime. On est la vitrine d'un département et on sert à tout le monde, on sert à toutes les communes voisines. Résultat, le tarif du stationnement pourrait bien passer de 2 € actuellement à 2,40 € à partir de l'été prochain. Une perspective diversement appréciée par les visiteurs. Je viendrai quand même. Pour vous, quel que soit le prix, a priori, Non, pas trop cher quand même. Mais C'est-à-dire 2,50, c'est bon, il n'y a pas de souci pour moi. Ça finit par devenir dissuasif. Surtout pour faire le tour de Talmont, visiter quelque chose, c'est notre patrimoine. On n'a pas à payer. En tout cas, à Talmont-sur-Gironde, il n'y a pas que l'érosion de la falaise qui menace l'église du XIe siècle. À en croire l'édile, la fiscalité pourrait bien lourdement plomber la mairie. Retour sur le plateau de Dimanche en politique. On parle du blues des maires avec mes 4 invités. Premier tour de table et vos réactions sur ce que l'on vient de voir. Bernard Charbonneau, vous comprenez le coup de gueule du maire de Talmont-sur-Gironde?
On peut comprendre tout à fait facilement. Effectivement, ce sont des maires qui sont à la tête de petites communes qui, bien sûr, œuvrent pour leur département. Hein, et en plus, a priori, il reste plus grand-chose. Je connaissant bien Talmont, pour y être allé suffisamment souvent, c'est vrai que c'est bondé de monde. Il fallait effectivement ranger les parkings, que les voitures puissent être accédées facilement. Aujourd'hui, sur l'opération, il a une belle ardoise. Voilà, il a que des frais et le bénéfice passe à la TVA. Éric Viot, des textes législatifs qui changent tout le temps, des normes qui s'empilent, c'est cela dont les maires souffrent aujourd'hui? Bien sûr que c'est ça, mais je voudrais revenir sur le maire de Talmont-sur-Gironde, que je connais bien, puisque quand j'ai reçu Jean Lassalle à la Bussière, il était là, et je veux le faire venir, ça il ne le sait pas encore, mais je vais le faire venir dans une des journées de la Bussière pour nous expliquer. Mais ceux qui sont contre les petites communes pourraient dire 97 habitants, c'est pas gérable, c'est pas possible. Bien sûr que si. Ça s'appelle la subsidiarité, et 97 habitants, derrière ça, il y a une âme, c'est une culture. La première des gouvernances sociales, c'est la famille, que l'on soit du parti de monsieur... C'est la famille, la première des gouvernances sociales. Après, c'était la paroisse. Via la Révolution, ce sont les communes. Pour revenir à ma question... Parce que je voudrais finir avant, juste si vous permettez. Si vous permettez. Ce sont les communes. Et le principe de subsidiarité, comme ça se passe dans une famille, le plus grand, le papa, la maman, donnent tout ce qu'ils ont aux petits. Mais quand le petit a l'autonomie, il ne donne plus, il laisse faire le petit. Si je voulais monter une salle de spectacle à la Bussière, ça serait un peu démesuré. Là, j'ai besoin de la communauté de communes. Mais en tous les cas, pour une autonomie, il faut avoir les moyens financiers. Là, si on lui demande effectivement de payer 32 000 euros, l'autonomie... il ne peut pas avoir les moyens financiers puisqu'on lui coupe. Oui. C'est simplement parce qu'on coupe qu'on n'a plus les moyens. Si vous donnez de l'argent de poche à votre enfant, 10 euros par semaine, et que vous, au bout d'un an, vous ne lui donnez plus que 5 euros, il ne pourra pas. Donc, il suffit de nous donner les moyens. On ne coûte pas cher. Allez, on continue notre tour de table. Gérard Époulet, votre commune, donc je le disais en préambule, a rejoint la communauté du Niortais. C'est par pragmatisme ou par nécessité? Non, c'est par analyse. C'est-à-dire que ça a fait l'objet d'un grand débat. On était dans un contexte particulier, une communauté de communes qui était à l'échelle du canton. Il y avait 9 communes et on était la 2e commune du canton. Et il y a eu un débat au sein de cette communauté. Alors qu'un débat gauche-droite, alors comment ça se passe? Un débat entre les différents membres du bureau, maire, vice-président, etc. Puis après, plus étendu au conseil communautaire. Et en fait, il n'y a eu qu'un petit débat. C'est-à-dire qu'on était à l'époque, si vous vous souvenez, donc de 2013, avec la forte pression au mois d'août, en tout cas en Deux-Sèvres, que les communautés de communes se déterminent sur leur rattachement, puisqu'on était soi-disant trop petits, etc. Donc nous... C'était l'État qui vous donnait cette injonction quelque part ou pas? Oui, la préfète à l'époque faisait œuvre de beaucoup de pression, etc. Bon, après, à un moment ou un autre, il faut aussi se décider, quoi. Et puis le faire, pour le débat que nous avons eu au sein de la commune, le faire parmi les conseillers municipaux. On avait le choix effectivement de la Cannes, le rattachement sur Niort, de voir éventuellement de ne rien faire, ce que d'autres ont fait pendant 2 ans, mais à un moment ou un autre, l'histoire les a rattrapés. Donc après, quand on va dans un gros machin, comme aurait dit De Gaulle, on ne sait pas trop où on met les pieds, parce que quand même... Même jusqu'à aujourd'hui, depuis 2013. Alors après, il y a eu d'autres changements. C'est-à-dire que nous, l'analyse, je termine là-dessus, si on l'a faite, c'est parce qu'en fait, 90% de notre population active a son flux quotidien sur Niort. Alors, on parle des mutuelles, mais pas que les mutuelles, il y a heureusement aussi autre chose. Donc, il est évident que si on veut raisonner sur des problématiques de transport en commun, etc., je crois que les problèmes deviennent aujourd'hui prégnants, ça en fait forcément partie. Il n'y avait pas que ça, mais entre autres, c'est l'accès aussi à d'autres structures, puisque les gymnases, les piscines et autres en faisaient partie. Donc, c'était une analyse qui a été partagée pour vous, globalement, majorité. c'est positif. Sur le fonctionnement, oui. Après, on va dire qu'aujourd'hui, même indépendamment des changements de majorité, depuis 2 ans, quand même, le phénomène des communautés de communes, d'agglomération qui se fait quand même à la hussarde, fait qu'aujourd'hui, après, tout dépend comment c'est piloté. C'est pas le système qui est en cause, c'est la façon dont les hommes le pilotent. Et je crois que c'est ce qu'il faut voir, notamment dans tous nos débats. Il faut peut-être aussi reprendre l'historique de pourquoi on en est là aujourd'hui. On est quand même victime de tout ce que l'Europe a demandé. Mais l'Europe, c'est aussi tous nos représentants nationaux qui y sont, qui décident, et après qui viennent nous dire c'est à cause de l'Europe. Non, on abordera la problématique durant le cours de cette émission concernant justement les intercommunalités. Et d'ailleurs, Monsieur Viot a pas mal de choses à nous dire par rapport à ça. Monsieur G, Jean-Paul G, vous, en introduction de cette émission, je vous ai présenté comme maire démissionnaire donc, de Montil. Vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé justement à rendre votre écharpe après 23 ans de mandat? Démissionner après, au 4e mandat, à 1 an et demi de l'échéance, ça s'est pas fait comme ça. Mais je pense qu'il fallait le faire parce qu'en ce moment, l'État est défaillant.
Alors vous, par rapport à ce que disait M. Epoulet, Oui. si vous prenez l'exemple de la CDC, c'est-à-dire que... Non, mais je pourrais après parler de l'agglomération, mais surtout au vous êtes départ... moins sympathique, justement, vis-à-vis de la CDC. Vous. Au niveau de l'État, nous avons eu, et vous êtes venu en reportage à Monty, sur la catastrophe qui nous est tombée dessus avec la grêle, sur un couloir de 3 km. Eh bien, il a fallu la démission. Nous avons heureusement maintenant une sous-préfète qui a pris ça à bras-le-corps, et en l'espace de 8 jours, tout s'est arrangé. Pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé dans votre commune, vous avez subi les intempéries. Vous êtes dans une commune avec des vignes et vous n'avez pas été reconnu en tant que catastrophe naturelle. Et alors, ça, pour vous, ça a été ça a été problématique puisque l'État, les services de l'État, j'entends bien, n'ont pas suivi. On leur a envoyé tous les documents possibles et imaginables. Et ils étaient persuadés que nous faisions des demandes de catastrophes naturelles tous les 8 jours. Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. En 25 ans, j'en ai pas fait. C'était la première fois. Et alors qu'ils avaient tous les documents possibles et imaginables, mais c'est passé d'une sous-préfecture à une autre sous-préfecture, parce que pendant 6 mois, nous n'avions pas de sous-préfet à Saintes, et c'est avéré que, il manquait des documents. Alors maintenant, la nouvelle sous-préfète qui est arrivée, qui a été nommée il y a un mois, elle a rattrapé, on a des contacts pratiquement permanents. Mais l'état de catastrophe naturelle, ça s'est plié, vous ne l'aurez pas. Si, parce qu'on nous a expliqué qu'on avait 18 mois pour ça. J'ai découvert. Donc vous êtes encore dans les clous. On est dans les clous, mais il y a pire que ça. Et alors moi, je voudrais qu'on revienne dessus, parce qu'autant Gérard Epoulet nous a parlé de la communauté d'agglomération du Niortais, où finalement on comprend que c'est plus ou moins positif. Vous êtes rattaché à la communauté de communes de Saintes. L'agglomération. L'agglomération CDC de Saintes. Vous, finalement, ce n'est pas le même diagnostic que vous portez. Eh bien non, parce qu'on est dans la ruralité. Vous avez une ville pilote qui est Saintes, et tout s'oriente autour de Saintes et la petite couronne. Et les communes rurales, celles qui sont éloignées, notamment nous sommes dans le sud, nous ne sommes pas représentés à l'agglomération. Nous avons des problèmes de transport, nous avons des problèmes de centres de loisirs. Tout ça, c'est à mettre sur la table. Faut-il encore qu'on veuille bien nous écouter? Et plus on est loin de Dieu, et moins on est écouté. Vous avez tout compris. Et tout ça, on nous oppose des problèmes de finances, alors qu'à l'agglomération, eh bien, j'étais à la dernière réunion, il y a de l'argent. Il n'y a pas de combat politique dessous dans cette affaire. Je pense pas. Il y a eu des combats politiques. On en parlait l'autre jour avec Monsieur Machon, qui a été éloigné de l'actuel maire de Saintes, mais qui ne préside pas la communauté de communes, comité d'agglomération de Saintes. Qui a été éloigné de la présidence, mais quand même qui était une pointure, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ce qu'il faut à la tête de ces agglomérations, de ces communautés de communes, il faut des pointures, un ancien sénateur ou quelque chose comme ça, un député, quelqu'un qui puisse rentrer dans un ministère. Qui puisse avoir ses entrées, en tous les cas, dans les différents ministères. Je voudrais qu'on avance le débat, parce qu'effectivement, on a évoqué vos situations particulières. La semaine dernière, je pense que vous l'avez remarqué aussi et peut-être vu, le Premier ministre Édouard Philippe était à Marseille lors du congrès des régions de France. C'est un temps fort pour les collectivités locales. C'est une opération, un déminage face à la grogne des élus de tous bords. Avant de nous entendre, on va l'écouter d'abord, Édouard Philippe. Le lien indispensable qui doit se tisser entre nous, vous l'avez dit, a été distendu. Je ne crois pas qu'il ait été cassé, je ne crois pas qu'il ait disparu. On ne peut pas réparer le pays sans travailler en confiance, y compris avec des désaccords, mais en confiance avec les collectivités territoriales. Dans notre Constitution, la décentralisation est un fait aussi incontestable qu'irréversible. Personne, mesdames et messieurs, personne ne veut revenir sur le caractère décentralisé de la République. En tout cas, certainement pas le gouvernement, certainement pas la majorité parlementaire. Alors, retour sur le plateau de dimanche en politique avec mes invités, 4 maires, dont un élu démissionnaire. Bernard Charbonneau, vous venez d'entendre l'actuel Premier ministre, Édouard Philippe. L'opération, selon vous, de calinothérapie, ça a marché ou pas du tout? Je veux faire une confidence. D'une part, j'ai horreur de lire. Déjà d'une. Alors quand on me sort des bêtises, dès le départ, j'arrête. J'ai pas lu. J'ai pas écouté. Mais le peu que je viens de revoir ici, là, quand il parle de décentralisation, de recentralisation, ainsi de suite, je sais pas, il ne doit pas savoir ce qui se passe quand même dans ces communes. Hein.
C'est pas savoir. Parce C'était le maire du Havre, quand même, non? Oui, mais il a oublié. Hein, et puis il ne devait pas avoir les mêmes problèmes au Havre qu'on peut avoir à Ruffec, à La Bussière, à Montil ou à... J'ai perdu le Germont-Rouvre. Non, c'est complètement déconnecté. Complètement déconnecté. Ils savent même plus ce que c'est que la ruralité, puisqu'on est là pour en parler. Oui. Ils savent plus ce que c'est. Et pourtant, ils ont des relais. Pourtant, certains ont été maires de communes peut-être moins importantes que Le Havre, mais qui ont, comme Jacques Mézard, par exemple, Oui, dans le Cantal. Je veux dire qu'il y a des moments, ils perdent la mémoire. Ils perdent la mémoire facilement. Oui. Et selon vous, justement, alors vous avez milité, ça tombe bien, parce que vous avez pris la parole, vous avez milité pour maintenir justement des arrêts LGV dans votre commune, et cela n'a pas suffi. Pourtant, vous avez alerté les pouvoirs publics, vous avez fait des opérations, on va dire, spectaculaires, et ça n'a pas marché. Ça commence comme ça, la réalité, quand on s'attaque à l'existant. Eh bien, tout à fait. Enfin, chez nous, c'est comme ça que ça marche, hein, parce que des combats, on en a amené. Hein, Vous avez perdu une maternité. La maternité en 94. Après, ils nous ont enlevé la chirurgie complète. Il ne reste plus que la chirurgie ambulatoire, mais qui n'est pas pratiquée en ce qui nous concerne. Là, ils sont encore en train de nous malmener, parce que, comme tous les hôpitaux publics, on est déficitaires. Il y a pire que chez nous. Après, il y a eu effectivement, on nous a supprimé le TGV. Il faut savoir qu'on a les chiffres depuis avant-hier soir. La suppression du TGV à Ruffec, c'est 30% de passagers en moins à la gare de Ruffec. Et tout en découle. Donc tout en découle. les Ruffecquois vont à Angoulême ou à Poitiers. Voilà. Aujourd'hui. Ou alors, effectivement, dépendre d'un hypothétique TER qui, quand tout va bien, il arrive à être à l'heure, mais il y a des fois, il arrive trop tard, le train à Poitiers est déjà parti, ou alors il n'y a pas de chauffeur pour les emmener. Enfin, c'est complètement loufoque, quoi. Qu'est-ce qui vous a manqué dans cette histoire? Un appui politique? C'est François Mitterrand qui a fait arrêter, entre guillemets, qui a permis le TGV grâce à lui, grâce à un président. Ouais. Nous sommes allés jusqu'au bureau, jusqu'au cabinet de Madame notre ancienne préfète, l'ancienne préfète de la région Poitou-Charentes. On pensait avoir un peu d'écoute. On a été écouté, mais pas entendu. Donc ça a duré 1 heure, je crois. Visiblement, on était une délégation. Visiblement, ça a agacé son directeur de cabinet, là. Et, il nous faisait comprendre, il essayait de nous pousser tout doucement vers la sortie. Mais résultat, ça n'a rien donné. Il y a du monde qui est intervenu, ça n'a rien donné. On a manifesté, on a bloqué les voies. Ça, c'est notre spécialité. On aimait bien ça à Ruffec, notamment les personnes âgées. Quand est-ce qu'on arrête le train? Mais maintenant, il n'a même plus arrêté parce qu'il passe plus. Vous pensiez être, entre guillemets, totalement à l'abri de ces attaques-là? Vous considérez que Ruffec, c'est pas la ruralité au sens où on l'entend aujourd'hui? Vous pensiez être protégé de tout ça? Quand on dit effectivement... En 5 ans de mandat. Quand on dit la voie ferrée ne peut plus supporter le trafic des trains. Alors donc, Qui c'est on? C'est qui? La SNCF. Oui. Voilà. Hein. Donc, le 30 juin au soir, on pouvait faire passer des TGV tant qu'on voulait. Le 1er juillet au matin, terminé, la voie ne pouvait plus. Sauf que depuis, il y a eu des incidents sur la ligne nouvelle. Et que va-t-on passer de temps en temps dans la gare de Ruffec? Des TGV. Et où on va rire, c'est qu'il va y avoir 8 mois de travaux qui vont se faire au nord de Ruffec. Il va bien falloir qu'ils passent en quelque part. Ils passeront où? Sur la voie ancienne. Oui. Donc, et là, c'est possible. Leur argument ne tient pas debout. Et on a voulu aussi faire comme Libourne. Libourne a conservé un train, ou 2 trains peut-être matin et soir, sur l'ancienne ligne, et ça rattrape la ligne nouvelle, soit à Poitiers, soit à Angoulême. Et ça, on pouvait le faire tous les jours, oui. On était encore avec des cheminots avant-hier soir, et ils nous ont dit oui, c'est tout à fait possible. Faut-il le vouloir? Éric Viot, votre commune, elle fait partie des 228... Je vais reprendre ce que disait le Premier ministre tout à l'heure. Votre commune fait-elle partie, c'est une question que je vous pose, des 228 communes locales sur 322 qui ont signé cette fameuse contractualisation avec l'État? Vous savez ce que c'est? C'est l'engagement de dire je vous maintiens vos dotations, mais vous baissez vos dépenses de fonctionnement. Niort l'a fait, par exemple. Monsieur Epoulet peut me le confirmer. Moi, je n'ai pas vu ça, mais les dépenses de fonctionnement, on y fait très attention. Mais pour faire vivre un territoire parce que si ma commune est faible en habitants, on a 3200 hectares, un village de vacances dont nous sommes propriétaires. Mais on avait dit il y a quelques années que vous étiez une commune dépensière, Monsieur Viot. Ça, c'est pas moi qui le dis, on est retoqué tous les ans parce qu'ils tiennent pas compte que VVF nous rembourse l'intérêt d'emprunt, donc on n'est pas du tout déficitaire. C'est pas vrai. On est simplement taqué les emprunts, mais c'est une gestion tout à fait saine qui vient de mes prédécesseurs et du Conseil actuel. Simplement, ce VVF permet d'abord d'arroser tous les parcs aux alentours, que ce soit le Futuroscope ou à Angle-sur-Langlin, le Roc aux Sorciers. Et puis mais si demain l'État vous dit, écoutez, on peut faire une contractualisation, vous maintenez ou baissez vos dépenses de fonctionnement et je vous maintiens ma dotation globale de fonctionnement. Vous dites chiche ou pas du tout?
Il y a 228 communes qui ont fait une contractualisation avec l'État. Je ne vais pas répondre comme ça de but en blanc sur un, parce qu'il faut réfléchir. Mais a priori, ça vous tente moyen. Comme dirait Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un loup. Je suis un peu sceptique. Moi, ce que je demande, c'est le droit à la différenciation. C'était l'article 75 de la Constitution que Emmanuel Macron a dit. La différenciation, ça veut dire que... D'ailleurs, dans la réforme de la Constitution, pardonnez-moi, Oui. mais il y a un droit à l'expérimentation. C'est inscrit dans la réforme sur la Constitution qui permet un certain nombre de réformes constitutionnelles. Il y a une liste, effectivement, il y a un droit à l'expérimentation. Que l'on nous laisse faire ce que l'on peut faire. Voilà. Je veux revenir sur ces comités de communes, sur cette grande région qui sont des usines à gaz. Alors vous dépendez de Val-de-Gartempe. Vienne et Gartempe. Vienne et Gartempe, où il n'y a pas de politique à l'intérieur, tout se passe bien. Madame la Présidente, Annie Lagrange est une femme tout à fait charmante et honorable. Mais ils sont là, ils travaillent beaucoup en plus, mais ils travaillent pour remplir les cases de la loi NOTRe, point barre. Et je dis que quand on prendra les calculettes dans 2 ans, que ça soit sur la voirie ou sur autre chose, on verra bien, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher. C'est ça que je veux dire. La masse salariale de la communauté de communes, moi je l'estime à 4 200 000 euros quand j'ai demandé les chiffres. On a fait semblant de ne pas me les donner. Comment je trouve 4 200 000 euros de salaire par an? Il y a 130 personnes, 120 à 130 personnes. J'ai mis tout le monde à 1 500 euros. C'est pas méchant, hein. Multiplié par 2 avec les charges. C'est colossal, 203 000 euros de salaire d'élu. Éric Viaud, on reviendra justement sur votre cheval de bataille qui est la loi NOTRe, mais je voudrais entendre monsieur Soulet. Je ne suis pas contre. Je suis pas contre les comités de J'ai bien communes. compris, mais c'est la manière dont elle est articulée, Voilà. c'est ce qu'on disait depuis le début, c'est pas la loi en tant que telle, c'est la manière dont elle est vécue, elle est articulée. Vous, au sein de la communauté du Niortais, maire de Germont-Rouvre, est-ce que vous avez droit au chapitre? Alors, je voudrais rebondir sur les propos du Premier ministre. Décentralisation, je pense qu'on ne met pas le même contenu. C'est-à-dire décentralisation, je pense que dans son esprit, je ne vais pas me mettre à sa place quand même, mais je pense que c'est région, que c'est la suppression des départements, les gros centres. C'est celle qui correspond à 2015 finalement. C'est bien de la décentralisation, puisque quelque part, c'est pas celle de 86 ni celle de 82, c'est pas celle de 82 vous donnez. Mais c'est certainement pas celle-ci. Ce qui veut donc dire que nous, forcément, communes rurales, ça nous empêchera de fonctionner, puisque quelque part, c'est certainement aussi la visée de la disparition de nos communes. Et c'est pour ça que, enfin, avant de parler de la CAN, moi, je tiens quand même à rappeler un peu l'historique. C'est qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure un peu en préambule, c'est que nous sommes victimes de ce qui est décidé au niveau européen. Il faut un grossissement. On voit bien une certaine analogie. La loi NOTRe, elle n'est pas européenne. Non, mais c'est l'application. Non, mais ne me prenez pas pour plus naïf que je suis. Non, je le sais, mais il faut remettre juste un peu de justice. La loi NOTRe, elle a été appliquée par un gouvernement qui ne l'avait pas programmée dans son programme et qui finalement est sorti de derrière les sabots ou derrière les fagots. Et puis finalement, elle est appliquée un peu à la hussarde. De celle-ci, comme les autres, comme la loi de Hollande sur la loi de travail, etc. de Gaston Defferre, c'est pas une loi donc, européenne. ce sont des choses qui ont été mises en place parce que quelque part, il faut rentrer dans des critères. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois dans tout ça et ce que nous subissons, c'est qu'on est en fait les brebis galeuses du système. C'est nous qui dépensons. Or, enfin, s'il y a bien une structure dans cette République qui ne peut pas vivre endettée, ce sont les communes, les communautés d'agglomération, etc., puisqu'on ne peut pas avoir de budget déficitaire. Donc, en fait, pourquoi alors, vous allez me dire, je vais chercher les choses un peu loin, mais on est endetté depuis quand ? Depuis la crise financière de 2008-2011, où les États se sont engagés à refinancer le système bancaire. Et je crois qu'il y avait une excellente émission démontrant ça hier soir sur France 3 concernant BNP Paribas. Donc on est dans ce système-là. Donc à un moment ou à un autre, cet argent qui a servi à renflouer, il faut bien qu'il soit récupéré. Et aujourd'hui, l'analyse très, très schématique que j'en fais, c'est que on fait payer les petits, quels qu'ils soient, salariés, petites communes, retraités, etc. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut faire tourner la machine avec des gros. Et donc, notre système dans la CAN, c'est pas le système des communautés d'agglomération de communes qui est en cause. C'est la gouvernance qu'on veut bien lui donner et le droit à la parole que l'on peut donner. Là, je serais forcément un peu plus réservé. Alors, parce qu'il y a des problèmes de communication. On va continuer à faire tourner la parole, justement. Je me retourne toujours vers vous, Éric Viaud. Est-ce que les communes ont encore un avenir, justement ? Elles en ont un, c'est sûr, à condition qu'on nous le laisse. Ça, c'est là. Quoi répondre? C'est pas. Non, mais est-ce qu'elles sont vouées, autrement dit différemment, est-ce qu'elles ne sont pas vouées à disparaître? C'est ce que l'on veut. Enfin, c'est ce que là-haut ils veulent, en tout cas. Mais bien sûr que non. Autrement, c'est l'élu le préféré des Français. Tout à l'heure à Poitiers, entre la préfecture, j'avais rendez-vous avec Madame le préfet ce matin, entre la préfecture et l'hôtel de ville, je me suis adressé à 5 pots de vin. Un très jeune,
une dame d'une quarantaine d'années et 2 personnes plus âgées. Je leur ai demandé le nom de leur député. Personne ne m'a répondu. Je leur ai demandé le nom du conseiller général. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Je dis, excusez-moi, c'est conseiller départemental. Ils ne savaient pas non plus. Et le nom du maire, ils m'ont répondu tous les 5. Et sur les 5, il y en avait 4 qui étaient de Poitiers, mais ils connaissaient quand même le maire de Poitiers. Voilà. Le maire est le personnage le plus connu, parce que c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est en tout cas le moins mauvais. Le maire d'une commune, il est à portée de claques. On peut le congratuler, on peut l'insulter, on peut lui taper sur l'épaule. Il est là. Ça, c'est important. On peut le réveiller n'importe que de jour et de nuit. C'est ça qui est important. Pour vous, c'est le service aux autres, c'est aimer justement, les gens. Monsieur Il faut Jay, aimer les gens vous pour être pensez maire. que vous, les communes, ont encore un avenir, au vu de ce que l'on est en train de se dire depuis le début de cette Oui, je émission? pense que les communes ont un avenir. Pourquoi? Parce que je rebondis sur ce qu'a dit mon collègue. C'est effectivement quand il y a une problématique de transport, j'en parlais tout à l'heure, de centres de loisirs, d'un peu tout ce qui se passe, mais qui est de la compétence de l'agglomération, qui va-t-on voir? On va voir le maire en premier. Et c'est lui qui doit résoudre le problème. Quand il y a un problème avec l'État, on va voir le maire. Et là, tout à l'heure, on parlait de nos communes. Moi, j'ai développé la commune en 23 ans avec mes collègues. On a fait ce qu'il fallait. On a une boulangerie, on a le notaire, on a tout ce qu'il faut. On a Supérette et compagnie. On a fait l'enfouissement des réseaux. C'est magnifique. On a travaillé pendant 23 ans. Et là, on voulait faire une maison de santé. L'ARS était tout à fait d'accord. Et qui vous a dit non, alors? Attendez, j'avais trouvé un jeune docteur, j'avais une infirmière, une kiné, le bâtiment était acheté, il y avait tout ce qu'il fallait. Et sauf que il y a encore dans le cadre de la loi NOTRe petit quelque chose qui s'appelle la ZDR, la zone de revitalisation rurale. Vous connaissez tous? Oui. Et il s'avère que notre commune est en périphérie. De cette zone. Elle ne bénéficie pas Et bien voilà. de ce fonds. Et le jeune docteur qui arrive. Il nous reste une minute. Le jeune Allez-y, docteur monsieur. qui arrive, Ouais. eh bien, il a jeté l'éponge. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas exonéré d'impôts, parce qu'il ne sera pas dans la ZDR. J'ai bien compris. Bernard Charbonneau, justement, le coup de grâce, c'est pas un peu l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation pour une commune comme vous, qui avait connu des déboires financiers, d'ailleurs, il y a quelques années. Oui, Il a fallu augmenter les impôts, d'ailleurs, chez vous, il y a quelques années. Ben écoutez, ça va être simple. Hein. Les dotations d'État, moi je veux bien qu'on me donne des leçons de gestion, hein. Mais ceux qui les donnent, les dotations d'État sur le dernier mandat ont baissé de 28%. Pendant que moi j'ai dû, pour des raisons qui sont bien spécifiques, la fermeture d'un abattoir public, ça d'abord c'est une vacherie que personne n'est venu. Sans mauvais jeu de mots. À une époque, oui tout à fait, à une époque l'État remboursait les abattoirs qui fermaient. Et pas des petits, Angers, Marseille, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est Aide-toi, c'est aidera. Premièrement, là on perd 1 200 000 euros. Et on nous charge, alors ils se débarrassent de certaines missions, ils nous chargent, et qui c'est qui récupère les missions effectuées? C'est vous. Merci, messieurs. C'est le mot de la fin. L'émission est trop courte, mais en tout cas, merci d'être venu jusqu'ici pour Merci participer à à cette vous de nous émission. avoir invités. Une émission que vous pouvez revoir sur notre site internet na.france3.fr. Tout de suite, c'est le Midi Pile. Je vous dis à très bientôt.